Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant l'actualité astrologique majeure du mois d'avril. C'est bien évidemment l'éclipse. Ça me permet effectivement de revoir toutes les informations qu'il y a autour de cette journée, quand même assez exceptionnelle finalement, et c'est quand même extrêmement intéressant de connaître les informations autour de cette journée assez spécifique dans l'histoire de l'humanité. C'est rarissime. Non seulement un événement cosmique et céleste, mais en même temps, deux entreprises, la NASA et le CERN, qui font des expériences scientifiques autour de cette journée-là et essayer de comprendre finalement ce qui pourrait se passer, faire des expériences scientifiques ce jour-là. La question, c'est les conséquences quelques semaines, quelques mois plus tard. On sait que quand il y a une éclipse, quelques mois plus tard, on a des effets rétroactifs, on va dire, concernant l'éclipse. Malheureusement. Aujourd'hui même, j'enregistre la vidéo, il est assez tard. Malheureusement, il y a eu un épisode à Taïwan. Je ne dis pas que c'est lié à telle ou telle chose, mais c'est quand même assez intriguant, effectivement. Donc, cette vidéo est importante pour moi sur ma chaîne concernant cet événement, puisque j'en ai fait un qui était l'une de mes premières vidéos en août 2017, effectivement, sur la géophysique et les astres. J'avais parlé effectivement de Yellowstone, que l'éclipse passait par Yellowstone, et effectivement, et puis par d'autres lieux, et qu'en 2024, il va passer par tel ou tel lieu. Et c'est quand même important sur ma chaîne quand même de parler de cet événement. Bien évidemment, avant, parce qu'effectivement, comme je vous disais, j'ai un travail assez prenant. Chauffeur VTC, ça prend du temps pour coffrer, comme on dit, entre guillemets, d'un point de vue économique, et faire aussi du stock alimentaire et acheter de l'or physique. C'est ce que je disais. Et moi, c'est ce que je vais m'appliquer à moi. Il n'est jamais trop tard. Hein, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai quelques liens. J'ai travaillé aujourd'hui pour faire cette vidéo. Alors, c'est pas les vidéos légendaires de ma chaîne, mais ça reste de l'information avisée. Ça reste quand même des informations regroupées dans plein de domaines et qui sont assez importantes à comprendre. Donc, normalement, avec cette vidéo, on va essayer de comprendre tout ce qu'il y a autour de cette journée du 8 avril et ce qui pourrait se passer. Bien sûr. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vidéo. Stranger Things qui nous accompagne. J'ai un peu baissé le son parce que peut-être que ça peut pas déranger certains, mais c'est une musique d'ambiance quand même assez intéressante. C'est une journée inquiétante quand même, hein. Mine de rien. On va voir les informations, les gardes nationaux déployés, des écoles fermées. Il faut quand même informer et bien comprendre ce qui se passe quand même. Donc, alors, bien évidemment, on va commencer par la numérologie et symbolique de cette journée. C'est 20. Hein. 8 avril 2024, ça donne 20. Hein. 8 plus 4, 8 avril. 2 plus 2 plus 4, 2024, ça donne 20, bien évidemment. 8 plus 4, 12. 12 plus 4, 16. Plus 2, 18. Et plus 2. Tout simplement. Et déjà, ça va nous mettre dans le bain, entre guillemets. Alors, comme d'habitude, sur le site rl-falec.fr, le symbolisme du nombre 20 qui va nous faire comprendre vraiment dans quoi cette journée est belle d'un point de vue énergétique. Alors, le symbolisme du 20 représente le dieu solaire, c'est les Mayas. Le symbolisme du 20. Le nombre 20 représente la différenciation fondamentale qui crée dans le monde deux pôles relativement antagonistes, et particulièrement l'opposition esprit-matière. Selon R. Alain J. Bohème appelle ce nombre le diable, c'est-à-dire le monde matériel opposé au monde spirituel. Le nombre 20 est considéré comme néfaste pour saint Jérôme parce qu'il indique la lutte universelle, mais il représente également la source de toute l'énergie du monde. Ce nombre est représenté en hébreu par la lettre Kaf, K, en forme de main ouverte pour la saisir et la tenir. La 11e arcane du tarot qui correspond à cette lettre et par conséquent à ce nombre est la force qui exprime l'énergie
l'activité, le travail selon R. Allen. Nombre associé à la résurrection, à la réincarnation. Ça, c'est le réflexe tactile de l'ancien PC. Bible. Samson avait jugé Israël pendant 20 ans. Sous le commandement d'Élysée, 20 pains d'ange suffirent pour nourrir 100 personnes. Dieu demanda à Moïse de faire le recensement de toute la communauté des Israélites ayant 20 ans et plus. Jacob passa 20 ans chez Laban avant de s'enfuir. En général. Le rosaire de la Vierge Marie avec ses 20 mystères médités, initialement il en comportait 15, mais le pape Jean-Paul II en rajouta 5 qu'il appela les mystères de lumière et qui sont les suivants. Le baptême de Jésus, les noces de Cana, l'annonce du règne de Dieu, la transfiguration de Jésus et l'institution de l'Eucharistie. Les dévots de Krishna, dont il est dit dans la religion hindoue qu'il est l'une des incarnations de Vishnu. Voilà, c'est un peu dommage. Se prosterne la face contre terre 20 fois par jour devant les images de Krishna et de sa grâce. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né en 1895, à qui ses fidèles lui attribuent une soixantaine d'ouvrages, dont une traduction du Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, poème sanskrit du IIIe siècle dans lequel se trouve exposé le dogme hindou de l'âme universelle, Atman. Un mois dans le calendrier maya comprenait 20 jours. Les 20 volumes, appelés Nakas du Zen Avesta, livres à la fois théologiques et philosophiques qui est l'œuvre de Zoroastre. 10 000, 12 000. Dans le bouddhisme, un kalpa désigne une durée infiniment longue. Un grand kalpa se divise en 4 phases et chacune d'entre elles se compose de 20 petits kalpas, lesquels se décomposent eux-mêmes en aires de fer, de bronze, d'argent et d'or. Intéressant. J'avais vu une vidéo dans laquelle on avait trouvé un taureau en or. C'est assez étrange. En Arabie Saoudite, étrange. Hein. Le Vimshatika Vijna Timatrata Siddhi est un texte bouddhique qui signifie littéralement preuve que tout est connaissance en 20 strophes. Dans le livre Masekbet Ekbalot 6, on retrouve un passage qui fait référence aux 4 vivants dont il est fait mention dans le livre Ézéchiel de la Bible. Les saints vivants se tiennent sous le trône de gloire, leur visage est la ressemblance de la forme humaine, leur ressemblance à des braises enflammées d'un surcroît de feu. Chacun possède 24 faces et 24 ailes. Chacun a 20 faces au sein de 4 faces et 20 ailes au sein de 4 ailes. Le corps de chacun d'eux est rempli d'yeux, chaque œil est comme le disque de la lune. Chacun est tourné vers tout côté, vers tout vent, leurs faces se regardent les unes les autres et leurs ailes sont orientées les unes vers les autres. Selon l'ouvrage La cybernétique des sens, ou Si l'homme voulait, José Jazan et Jean Rollet parlent de l'homme factoriel 5. Ils distinguent les 5 sens subjectifs ou mentaux et les 5 sens objectifs ou psychologiques. Ces 10 sens agissent dans 2 directions, de l'homme vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'homme, d'où 20 sens, comme posons 4 fois 5 doigts. Les musulmans en Tunisie fêtent la nouvelle année civile selon le calendrier julien datant d'avant la réforme du pape Grégoire. On célèbre ainsi le jour de l'an julien le 13 janvier. C'est aussi la première des 20 nuits noires, elle-même succédant aux 20 nuits blanches, période la plus froide de l'hiver. Ce sont aussi les 20 acides aminés de l'acide désoxyribonucléique, l'ADN, les 20 dents de l'enfant, nombre de consonnes dans bon nombre d'alphabets, base mathématiques, numération vicésimale dans laquelle travaillaient les Gaulois et Mayas, carte magique 20, nombre de lettres de l'alphabet des bardes, anniversaire de mariage, noces de porcelaine de Chine. Le nombre 20 est employé 117 fois dans la Bible, le nombre 24 est employé 20 fois dans la Bible. Livre du Deutéronome de l'Ancien Testament utilise au total 20 nombres différents, dont le plus grand est 10 000. Le nombre 20 est employé une seule fois dans le Coran. Coran 8, 66. Les mots Caïn et Rome sont employés 20 fois dans la Bible. Donc voilà pour la symbolique du nombre 20. Alors effectivement, ça nous met dans le bain, ça c'est clair. Et moi c'est ce que je pense, effectivement. Alors ce jour-là, on a des événements, on a déjà un éclipse et aussi les événements sociétaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique.
et les événements des deux sociétés, entreprises, NASA et ça. Ça fait quand même déjà beaucoup pour une journée. Donc espérons bien évidemment qu'il ne se passera rien de grave. Bien évidemment. On est tous d'accord là-dessus. Après, il faut s'informer pour bien comprendre ce qui aussi pourrait arriver à ce jour-là. Mais ce qui peut arriver plus tard. Alors, bien évidemment, sur ma chaîne, on le sait, c'est toujours, on essaie de comprendre. Là, l'information classique hein, pour ce grand événement. Hein. Sur tameteo.com, Zeus Valtira, un article de Zeus Valtira, dernière minute, éclipse totale du soleil, du 8 avril prochain. Alors, effectivement, là, c'est plus pour voir l'image où l'éclipse va passer. Voilà, ça va passer comme ça. Alors, effectivement, en 2017, c'était passé comme ça. Mais certains disent qu'effectivement, c'est assez étrange que ça fasse cette trajectoire-là. Est-ce qu'il y a une inversion des pôles c'est quand même assez étrange. Effectivement, il y a des questions à se poser, notamment par rapport au Soleil, au positionnement de la Terre. Effectivement, j'ai parlé de l'astre Nibiru, hein, la vidéo que j'ai fait en octobre 2021. Mais bon, c'est quand même très intéressant. Ah, ben, évidemment, je mettrai les liens. Hein, c'est pour voir comment ça s'organise, notamment au Mexique. Soleil noir le 8 avril. L'éclipse solaire totale ne sera pas qu'un phénomène rare, elle est carrément historique. C'est intéressant. Alors on va agrandir classiquement par Valérie Borde le 28 février 2024, l'actualité.com. On va voir si on peut grossir un peu plus. Voilà, c'est pas mal. Le 8 avril, une éclipse totale du soleil plongera une partie du Québec dans la noirceur en plein après-midi. Pour expliquer comment profiter du spectacle, le journaliste scientifique Joël Leblanc, collaborateur à l'actualité, et Julie Bolduc-Duval, astronome et directrice du programme de vulgarisation à la découverte de l'univers, ont publié le guide Éclipse quand le soleil fait son cirque. Aux éditions Multimonde. À l'actualité, les a rencontrés. Allons-nous assister à un événement extraordinaire? En moyenne, chaque endroit sur Terre, chaque endroit sur notre planète voit la Lune masquée tout le soleil une fois tous les 375 ans. En raison de la mécanique céleste, certains coins sont plus chanceux que d'autres. Hein. Des villes américaines auront leur deuxième éclipse totale en 7 ans, alors qu'à Regina, en Saskatchewan, il n'y en aura eu aucune entre l'an moins 54 et 2153. À Montréal, la dernière remonte à 1932 et à Québec à 1379. Pardon. La prochaine au Québec sera 2106 dans Charlevoix. Donc oui, c'est la chance d'une vie. Pour une éclipse totale, la Terre, la Lune et le Soleil doivent être parfaitement alignés. Comme le plan de l'orbite lunaire autour de la Terre est incliné, la Lune, même la Terre peut-être, la Lune est souvent trop haute ou trop basse. La Lune, dont l'orbite est elliptique, doit être aussi assez près de la Terre pour arriver à masquer tout le Soleil. Et comme celui-ci est très loin, l'éclipse n'est totale que vu d'une toute partie d'une planète, sa bande de totalité fait moins de 200 km de large. Où aller pour en profiter? La trajectoire des éclipses est parfaitement prévisible. Celle-ci va apparaître près des îles Cook dans le Pacifique, puis traverser une partie du Mexique, des États-Unis et du Canada avant de disparaître dans l'Atlantique Nord. L'ombre parcourra environ 15 000 km en 3 heures. Au Québec, Ayers-Cliff, dans les cantons de l'Est, en jouera le plus longtemps. La Lune y cachera le Soleil pendant 3 minutes et 31 secondes. Il ne fera pas nuit noire, mais presque. Hein. À Montréal, l'éclipse ne sera totale que dans le sud de l'île à Laval. Le Soleil sera masqué à 99,95% et à Québec 98,66%. Beaucoup de villes et d'organismes proposeront des activités. Total ou presque, y a-t-il une grosse différence? Oui, par exemple, il n'y a que la bande de totalité qu'on pourra voir, la couronne solaire, une immense soupe de particules dont la température dépasse les 2 millions de degrés. On pourra même l'observer à l'œil nu quand la Lune aura complètement caché le Soleil. C'est un des phénomènes naturels les plus impressionnants à regarder. Ce n'est pas seulement scientifique, c'est magique. Est-ce dangereux? Non. Eh bien, des gens en ont peur. Peut-être qu'on insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut jamais regarder directement le Soleil sans lunettes d'éclipse, c'est vrai. Sauf durant le court instant où il est entièrement masqué. Même si vous n'avez pas trouvé de lunettes ou que le temps est couvert, vous devez sortir pour vivre cette expérience. Juste ressentir l'ombre qui arrive sans même regarder le Soleil, ça en vaut la peine.
C'est quand même intéressant. Alors, effectivement, la question qu'on peut se poser dans cet événement sur cette journée-là, c'est pourquoi la garde nationale américaine est déployée pendant la grande éclipse américaine. C'est plein feu sur leur registre, site chrétien eschatologique, pleinfeu.org. Encore une fois, il faut se poser la question. Par Michael Snyder le 25 mars 2024, effectivement, bien évidemment qu'il faut se poser la question. C'est très 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 étrange. Et inquiétant, il faut essayer de comprendre. La garde nationale n'est censée être déployée qu'en cas d'urgence. On va faire un peu plus gros pour si c'est possible. Super. Mais aujourd'hui, la garde nationale est utilisée pour toutes sortes de choses. Par exemple, des centaines de soldats de la garde nationale sont utilisés pour contrer les actes des passagers de New York. Effectivement, cela a créé un précédent très alarmant. Je ne comprends pas pourquoi davantage de gens ne sont pas mécontents de cette situation. Et maintenant, nous apprenons que les troupes de la garde nationale seront déployées lors de la grande éclipse américaine du 8 avril. À quoi s'attend-il pendant cette éclipse? Ce sera sans doute un événement historique. Comme je l'ai mentionné précédemment, il est prévu qu'il s'agira de l'événement astronomique le plus regardé toute l'histoire d'un pays. Pratiquement tout le monde en Amérique du Nord pourra observer au moins une éclipse partielle. Parce que tout le monde sur le continent verra au moins un peu l'éclipse. Plus vous vous éloignez du chemin, moins vous verrez l'éclipse. Même des endroits comme Seattle et Portland dans le monde qui sont éloignés du chemin, environ, ils verront un tiers du soleil sera caché. Le 8 avril, des millions d'Américains se rendront dans des endroits où se trouveront sur la trajectoire de l'éclipse totale du soleil. L'Oklahoma est présenté comme l'un des meilleurs états pour cela. Et il a été rapporté que la garde nationale de l'Oklahoma fournira aux premiers intervenants ainsi qu'aux unités des capacités de réponse aux matières dangereuses. La garde nationale de l'Oklahoma devra être déployée pour la prochaine éclipse solaire totale, alors que jusqu'à 100 000 personnes devraient visiter un comté. Dans un communiqué publié lundi, la garde a déclaré qu'elle aiderait la gestion des urgences à faire face à un nombre sans précédent de touristes le 8 avril dans le comté de McCurtain, dans le sud-est de l'État. Le gardien fournira aux premiers intervenants ainsi qu'aux unités des capacités d'intervention en cas de matière dangereuse, en cas d'incident, comme un incendie industriel. Donc on craint certaines choses. On craint effectivement, on verra par rapport au CERN et à la NASA, peut-être des événements collatéraux dangereux. Et oui. Donc mieux vaut prévenir que guérir, tout simplement. Je peux comprendre qu'ils ressentent le besoin d'être préparés, mais introduire la garde nationale est exagéré, vous ne trouvez pas? Parce qu'on lève la tête au ciel, hop, il y a deux... Enfin, on lève la tête au ciel avec des lunettes pour se protéger, bien évidemment. Et voilà. Et qu'est-ce qui fait que la garde nationale vient comme ça? C'est quand même assez étrange. Les résidents de l'Oklahoma sont invités à faire des réserves d'essence et de produits d'épicerie avant l'éclipse. Il leur est également demandé de disposer de plusieurs formes de communication, en plus de cellulaire. Pour se préparer à l'éclipse, l'État a donné quelques conseils pour planifier à l'avance. Les habitants de l'Oklahoma devraient planifier leurs courses et leurs rendez-vous quelques jours à l'avance avant l'éclipse, ainsi que s'approvisionner en essence et en produits d'épicerie. L'État recommande également d'avoir plusieurs formes de communication, plus de cellulaire. J'avais parlé du code Morse. D'être prudent sur la route et de se tenir au courant des conditions météorologiques. Ça fait penser effectivement au film Leave the World Behind, Le Monde après nous. C'est très inquiétant, ça fait des... Voilà, ce paragraphe fait penser à ce film-là, effectivement. Produit par les Obama, avec Ethan Hawke et Julia Roberts. Ils veulent que les gens fassent tout cela pour une éclipse qui ne durera que quelques minutes. C'est une question vraiment majeure, quoi. En fait, l'Oklahoma n'est pas le seul État à émettre de tels avertissements. Selon un article de Newsweek intitulé « Une carte montre des avertissements pour que les gens s'approvisionnent en nourriture avant l'éclipse solaire ». Au moins 4 États ont désormais averti leurs citoyens de s'approvisionner en nourriture. Ça me fait penser aussi au film Greenland où ils regardent à la télé l'événement. C'est un événement cosmique, mais ce n'était pas l'éclipse, mais c'est un peu pareil. En transposition. C'est une symbolique, l'astéroïde, voilà, on regarde l'événement, voilà, et il y a d'autres événements qui se produisent. Au moins 4 États sur la voie de la totalité ont exhorté leurs résidents à faire des provisions de produits d'épicerie avant l'éclipse. Certains responsables ont déjà publié des déclarations de catastrophe avant l'événement. Et certaines écoles ont décidé de fermer avant que la sécurité des élèves. Là, il y a un vrai problème pour le coup. Il y a un vrai problème. Certains responsables
ont déjà publié des déclarations de catastrophe. Et ça, c'est très inquiétant. D'où le thème musical Stranger Things, bien évidemment. Sur G-Trans, alors là, on peut pas inventer le thème musical. C'est complètement ce jour-là. On a bien lu la symbolique du nombre d'un. Effectivement. Et certaines écoles ont décidé de fermer, bien évidemment, avant que la sécurité des élèves. Pour un astre qui couvre un autre. C'est ça? Non, non. Il faut être ouvert d'esprit et essayer de comprendre que il y a des choses qui ne vont pas. Les autorités du Texas ont émis une série d'avertissements, notamment que les personnes vivant sur la voie de la totalité devraient s'approvisionner en produits d'épicerie, en essence, et faire toutes leurs courses, comme remplir leurs ordonnances. On voit bien dans le film de Land, dans le scénario, ils n'ont pas dit qu'il fallait faire les courses, mais le monsieur va faire les courses avant. C'est juste la symbolique pour faire comprendre aux gens. Gérard Butler va dans le magasin, et puis après, il voit un truc d'urgence. Attention! Comme remplir les ordonnances dans les jours précédant l'éclipse. Un responsable a également exhorté les propriétaires d'animaux à s'approvisionner en fournitures pour leurs animaux. C'est encore pire que l'autre fois. J'avais fait une vidéo justement par rapport au Emergency EAS, Alert System, pour le 4 octobre, et 3 jours après, il y a eu un événement malheureux au Moyen-Orient. Attention. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Je me rends compte que les zones qui se trouvent sur la trajectoire directe de l'éclipse totale attendent un grand nombre de visiteurs, mais j'ai l'impression que les autorités vont vraiment trop loin. Il suffit de regarder ce que les autorités du comté de Hays, au Texas, disent à leurs résidents de faire. Problème de stationnement, manque de stationnement. Frais de stationnement, nécessité de se garer, de marcher jusqu'à votre destination. C'est ce qu'il disait, je crois qu'il y avait un lien qui disait, ça équivaut à plein de Super Bowl, effectivement. Là, pour le coup, mieux vous garer uniquement dans les zones désignées et non sur une propriété privée ou dans des zones qui posent des problèmes de sécurité. Retard des circulations et fermeture des routes. Est-ce que c'est par rapport à ça, finalement, la cohue des gens? Mais j'ai un événement cesse à regarder, mais ils se disent qu'il y a un événement, il y a une déclaration d'urgence, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il ne faut pas oublier que il y a 7 ans, il y a eu effectivement l'éclipse. Il y a eu 7 ans. Est-ce que cette éclipse, qu'on voit ici, voilà, elle n'est pas ici, elle est ici. Est-ce que cette éclipse qu'on voit ici, voilà, elle est plutôt ici. Est-ce que cette éclipse qu'on voit là, est-ce que c'est pas une réponse à celle de 2017? Pas une réponse, mais il y a quelle connexion ça peut avoir déjà, et puis surtout, quelles seront les conséquences? Quelles seront les conséquences d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue mémoriel? On a parlé de la théorie Gaïa, justement. Ça peut avoir énergétiquement, au niveau de l'empreinte mémorielle, matricielle, au niveau de la Menti, je n'en ai pas encore parlé, de la grille de la Menti, mais j'en parlais dans pas longtemps. J'ai le temps d'en parler par rapport à une vidéo sur le MH370, justement. Ou alors, parce que je préfère en parler pendant des vidéos importantes, regarder que faire une vidéo spéciale à Menti, ça va pas trop parler, quoi. Aux gens. Pour ça, j'aime bien rajouter des petites thématiques dans les grandes vidéos. Je sais que vous en avez l'habitude. Alors, délai d'attente plutôt plus long dans les restaurants, hein, pensez plutôt à cuisiner à la maison, ou à apporter une petite glacière et des plats prêts à manger. Plus de congestion, piétons et véhicules. Réponse d'urgence, effectivement, 911 va être retardé, bien évidemment. Interruption du service cellulaire, manque de service, niveau de stress supérieur à la normale et ou température échauffée. Le distributeur de carte de crédit ne fonctionne pas. Apporter de l'argent liquide. Pourquoi le distributeur de carte de crédit ne fonctionnerait-il pas? Et pourquoi le service téléphonique serait-il interrompu? Je ne comprends pas. En Arkansas, ils ont en fait organisé un exercice d'entraînement en direct simulant les urgences qui pourraient survenir pendant l'éclipse. Mais c'est... Moi, personnellement, je ne comprends pas. En Arkansas, regardez, je ne comprends pas. En Arkansas, ils ont en fait organisé un exercice d'entraînement en direct, simulant les urgences qui pourraient survenir pendant l'éclipse. Je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il faut comprendre les actions qui sont faites le jour même. Notamment les deux entreprises, la NASA et le CERN.
et les conséquences possibles, catastrophiques ou pas, mais comprendre qu'il y a des risques. À moins d'un mois de la grande éclipse solaire américaine, la division de la gestion d'urgence de l'Arkansas a franchi une étape importante en organisant un exercice de formation. On dirait que cet exercice a été conçu pour tester la réponse de l'ADEME aux problèmes qui peuvent surgir lorsque les visiteurs affluent en Arkansas pour assister à des événements. Les intervenants de l'ADEME et d'autres agences d'État ont examiné des scénarios possibles, tels que des conditions météorologiques extrêmes, la circulation, les urgences médicales et les problèmes de communication. Les responsables des urgences du comté et les représentants du National Weather Service, de la Garde nationale de l'Arkansas, du Corps of Engineers de l'Arkansas Hospital Association, de l'Arkansas Wireless Information Network et des ministères de la Santé, des Transports, de l'Énergie, de l'Environnement et des Services sociaux de l'Arkansas ont participé à l'exercice. Personnellement, je ne m'attends pas à une catastrophe majeure ou à une urgence le jour de l'éclipse, mais on ne sait jamais. Je peux me tromper. C'est ce que dit le monsieur qui écrit. Et il est certainement évident qu'il y a encore beaucoup plus de surprises à mesure que cette année avance. Pour terminer, hein, en fait, lors de sa récente interview avec Tucker Carlson, le légendaire Tucker Carlson, avec son interview avec Vladimir Poutine, vue par peut-être la moitié de l'humanité finalement. L'ancien représentant américain Ron Paul a spécifiquement mis en garde contre la possibilité d'un événement de type Black Swan, signe noir. On l'a bien vu, j'ai fait une vidéo dessus. Ron Paul, reconnu pour ses principes cohérents et sa clairvoyance en matière de politique économique et étrangère, a utilisé la plateforme pour exprimer ses inquiétudes face à des événements inattendus et importants qui pourraient surprendre le monde. Je pense que nous arrivons à ce point. Une chose soudaine va se produire, je crois, en cette théorie du signe noir. Oui, cela va apparaître et cela ne sera pas contrôlable, a déclaré Paul. Mais je ne pense pas qu'il y aura un événement type signe noir le 8 avril. Alors, effectivement, cet explosif sera très important. Le X, géant au-dessus de l'Amérique, déclenché par la grande éclipse américaine de 2017, sera complété par la grande éclipse américaine de 2024. Effectivement, c'est pensé au sigle de Xbox, avec cette sphère, avec le X. Là. Effectivement, c'est complètement ça. Je ne sais pas pourquoi le X de Twitter a fait référence à ça aussi, mais c'est très, très étrange. Et à mesure que la grande éclipse américaine de 2024 traversera notre pays, le Soleil, la Lune et les 7 autres planètes de notre système seront tous alignés dans le ciel. On verra ça juste après. Notre système solaire tout entier crie littéralement que cette journée est importante. Et on pourrait penser que davantage de gens parleraient du XGO qui est sur le point d'être achevé directement au-dessus de la zone de la faille de New Madrid, entre autres. Pour terminer, indépendamment de ce que l'on pense, c'est toujours le bon moment pour examiner votre vie. Et vous assurez qu'elle est juste devant le Seigneur. Prêt à franchir la prochaine étape dans l'apprentissage du chemin du salut. Donc ça, c'est l'information majeure. Là, on a l'information classique. Et ici, on se pose la question pourquoi. Là, on a bien compris tout ça. Donc, l'événement de l'éclipse et pourquoi la garde nationale. Là, c'est pas qu'on va rentrer dans le dur, mais là, déjà, effectivement, ça me permet aussi de revoir astrologiquement la pressegalactique.com, classique par Thanaz. Hein, pour ceux qui regardent les vidéos astrologiques, effectivement, c'est un grand classique. Prévision astrologique intuitive d'avril 2024. Alors, je ne vais pas tout lire, bien évidemment. Alors, on reste succinct et essayer de comprendre le 8 avril. Voilà, c'est juste le 8 avril, voilà, pour avoir une vision astrologique. C'est pour ça que cette vidéo-là est importante, parce que, effectivement, la chaîne YouTube regroupe tous les domaines, quasiment de la vie, du monde. Et on essaie de les regrouper et d'avoir un récit intéressant, concordant, et voir quelque chose d'intéressant. Parce qu'effectivement, là, je donne l'information majeure classique, pourquoi la garde nationale, et juste après, la vision astrologique. Parce que tout est important et tout est lié. L'éclipse solaire du bélier, Aries, in English, yes. L'éclipse solaire totale du bélier est l'un des événements cosmiques les plus puissants de l'année. L'éclipse totale sera visible dans toute l'Amérique du Nord et Amérique centrale et devrait être l'une des plus longues éclipses de notre vie.
On dit que les pays qui pourront voir l'éclipse totale seront ceux qui sont prêts à changer et à se transformer. Si les éclipses peuvent susciter une énergie transformatrice pour tout le monde, les éclipses solaires sont considérées comme des ouvreurs de portes. Cette éclipse solaire peut nous ouvrir de nouvelles voies et nous faire voir les choses sous un jour nouveau. Il se peut que nous vivions un moment d'apaisement ou de clarté. Nous pouvons également décider de faire un nouveau pas dans une nouvelle direction. Les éclipses solaires ont tendance à nous révéler ce que nous voulons vraiment. Parfois, nous sommes en contact avec ce que nous voulons, et d'autres fois, ce que nous voulons peut nous prendre par surprise. Cette éclipse est un portail puissant pour le travail de manifestation, et c'est un moment idéal pour fixer les intentions pour l'avenir. Alors, j'ai entendu des lives sur TikTok avec soi-disant le CN qui tente d'ouvrir des portes. Pourquoi ce jour-là? Parce qu'effectivement, si vous avez la compréhension astrologique des choses, vous dites que ce jour-là, astrologiquement, c'est le jour d'une éclipse et astrologiquement, les choses sont claires. Là, les choses sont claires. Là, c'est on peut plus clair. Les éclipses solaires sont considérées comme des ouvreurs de portes. Et effectivement, les scientifiques comprennent ça, tout le monde comprend ça. Pour ceux qui s'y intéressent, bien évidemment. Et c'est pas parce que les gens me disent pourquoi ce jour-là, mais parce que c'est un lien astrologique. Et si il faut comprendre tel jour ce que ça veut dire, tel jour ce que ça veut dire, tel jour ce que ça veut dire d'un point de vue astrologique. Et cet événement de l'éclipse solaire, c'est considéré comme des ouvreurs de porte. Donc, on s'adapte toujours à l'astrologie, toujours. Les êtres s'adaptent. Là, les êtres humains s'adaptent toujours à l'astrologie, bien évidemment. Là, les choses sont claires. C'est implacable. Nous pouvons également décider de faire un nouveau pas dans une nouvelle direction. Les éclipses solaires ont tendance à nous révéler ce que nous voulons vraiment. Parfois, nous sommes en contact avec ce que nous voulons et d'autres fois, ce que nous voulons, nous pouvons nous prendre par surprise. Cette éclipse, c'est un portail puissant pour travailler une manifestation et c'est un moment idéal pour fixer les intentions pour l'avenir. Alors, je termine ce paragraphe. Conjonction Soleil-Chiron-Bélier. La conjonction annuelle entre Chiron et le Soleil, qui a lieu en même temps que l'éclipse, est une journée puissante en ce qui concerne notre parcours de guérison. Chiron représente les blessures que nous portons. Ces blessures proviennent de nos expériences de vie, mais peuvent être aussi héritées de notre éducation, de nos ancêtres ou même de nos vies antérieures. Lorsque le Soleil s'aligne sur Chiron pendant l'éclipse, nous pouvons ressentir une sorte de percée vers la guérison. C'est pour ça qu'on parle aussi des réactivations de l'ADN. J'ai entendu ça aussi dans les réseaux, réactivation de l'ADN. Encore une fois, les êtres cosmiques et célestes aussi, effectivement, on voit les énergies qui sont liées, encore une fois, à l'astrologie. Tout simplement à la danse des astres. Leur danse, c'est une façon de parler, c'est-à-dire leur rotation, etc. Si nous sommes sur un chemin de guérison, nous pouvons recevoir des informations puissantes ou peut-être une conscience ou une compréhension plus profonde de la façon dont nos traumatismes ont fonctionné. Bien que le Soleil et Chiron se rencontrent chaque année, le fait que cette conjonction se produise au même moment et au même degré que l'éclipse la rend très spéciale. On fait quelque chose à laquelle il faut absolument prêter attention. On saura plus expliquer ici. Alors, 9 avril, conjonction Mars et Saturne en Poisson. Mars et Saturne, 9 avril, ça fait partie des 3 jours. On va terminer comme ça. Mars et Saturne se rejoignent en signe des poissons. Pardon. Bien que cette énergie atteigne son apogée, ces jours-ci, nous pouvons la sentir monter au moins une semaine avant. Il peut s'agir d'une combinaison particulièrement volatile. Comme elle a lieu juste après l'éclipse, nous pouvons la ressentir plus intensément que d'habitude. Lorsque Mars et Saturne se rencontrent, nous pouvons obtenir une énergie combative. Mars ajoute du feu et Saturne de la force, ce qui fait remonter à la surface des situations potentiellement explosives. Mars et Saturne. La conjonction de Mars et Saturne peut également mettre en évidence nos limites et les points sur lesquels nous voulons être plus fermes ou peut-être lâcher prise. Après, il y a les autres jours, effectivement, que je mettrai en lien, bien sûr. C'est tout à fait intéressant. Alors là, voilà, ça, c'est un lien pivot. Ce que j'appelle un lien pivot. Tout simplement. Parce que c'est un lien qui va me permettre d'aller sur d'autres liens aussi. Et pour développer
Un peu comme le récibéra en digression. C'est un peu pareil, pour le coup. Et tous les autres liens que j'ai là, effectivement, c'est lié à ça. Alors, c'est une vidéo qui peut-être être plus courte, mais tant mieux. Tant mieux. Au moins, on a toutes les informations et voilà. C'est quand même extrêmement intéressant. Alors oui, 8 événements extrêmement inhabituels qui se produiront au cours du mois d'avril. Oui, on n'est pas que sur le 8. Hein, on n'est pas que sur le 8. Et 8 avril, bon, 8 événements, ça c'est... Il n'y a pas de hasard de toute façon, mais le monsieur qui se nomme Giuseppe, sur le site êtresouverain.com, on nous parle de ça, et vraiment, c'est vraiment extrêmement intéressant pour le coup. Moi, c'est un lien absolument fantastique. Les 8. Et ça nous donne vraiment toute l'amplitude de l'importance de ce jour-là historique du 8 avril 2024. C'est un lien majeur, extrêmement important. Mais vraiment, en réalité, si vous lisez ce lien-là, tranquillement, je vais le lire de toute façon, mais en tout cas, vous êtes tranquille, hein, vous avez compris toute la séquence. Enfin, c'est pas que vous avez compris toute la séquence, c'est que au moins vous êtes informé, voilà, de ce qui se passe. Donc on l'a brossé à 300, comme ça on voit toutes les informations dont on a besoin. À quand remonte la dernière fois où un mois fait l'objet d'une telle effervescence? Alors que nous entrons dans le mois d'avril, il y a une telle anticipation dans l'air, et ce n'est pas seulement à cause de la grande éclipse américaine du 8 avril. Ces derniers jours, de nombreuses personnes m'ont dit qu'elles avaient l'impression que quelque chose de très important était sur le point de se produire. Je le sens aussi. C'est un peu comme si nous retenions tous notre souffle en attendant que la prochaine chaussure tombe. Le chaos menace d'éclater partout dans le monde, et pendant ce temps, des signes dans le ciel nous crient littéralement de faire attention. Voici 8 événements extrêmement inhabituels qui se produiront au cours du mois d'avril. En ce début de mois d'avril, la comète du diable est devenue visible à l'œil nu dans l'hémisphère nord. La comète 12P Pons-Brooks, également connue sous le nom de la comète du diable et de mer des dragons, est actuellement visible dans le ciel nocturne de l'hémisphère nord, offrant un spectacle unique aux amateurs d'astronomie et aux astronomes professionnels. Cette comète de type Halley, qui tourne autour du Soleil tous les 71 ans, dont le noyau, un diamètre d'environ 30 km, est connue pour ses impressionnantes explosions de gaz et de poussière lors de ses voyages dans le système solaire interne. Donc ça, c'était le premier événement. C'est la toute première fois que nous avons vu, que nous avons pu voir cette comète à l'œil nu depuis 71 ans, et elle continuera d'être visible pour ceux d'entre nous qui vivent dans l'hémisphère nord au cours des semaines à venir. Premier événement. Deuxième événement. Le 4 avril, donc on est déjà 4 avril, hein, il y aura un alignement extraordinaire de 4 planètes juste 4 jours avant la grande éclipse américaine de 2024. Pardon. Le prochain alignement planétaire aura lieu le 4 avril 2024. Il concernera 4 planètes: Vénus, Neptune, Saturne et Mars. Les planètes s'aligneront dans le ciel du matin. Vénus, Saturne et Mars seront visibles à l'œil nu. Mais vous aurez besoin d'un télescope ou de jumelles puissantes pour voir Neptune. Donc ça, c'était le deuxième événement. Troisième événement, le 8 avril, les 7 autres planètes de notre système solaire, ainsi que le Soleil et la Lune, sembleront former une ligne droite dans le ciel si l'on regarde de Jérusalem vers l'est. Ce phénomène a été découvert par une de mes amies, Rachel Baxter, et voici un graphique de cette ligne dans le ciel qu'elle m'a envoyée. Neptune, Uranus, Jupiter, Mercure, Vénus, Saturne et Mars, along with the Sun and the Moon outline. Two pieces looking from Jerusalem to the east. Effectivement. Alors là, peut-être on va pas trop bien. Et ça, cette information, elle est quand même assez extraordinaire. Pour le coup, c'est très choquant. Rachel a demandé à ChatGPT de dire à quel point il est rare d'avoir une telle ligne droite, et on lui a répondu que cela ne se produisait qu'une fois tous les 32 millions d'années. Donc une digression. Là, on est sur le site Solar System Scope. Le temps que ça charge, parce que quand je préparais ma vidéo, normalement j'avais chargé, mais là ça
Ça se recharge encore. Alors, le temps que ça charge, je passe à l'autre événement. C'est pour mieux vous montrer. Ah, là, je crois qu'elle est sur le site Stellarium, effectivement. Et là, on voit pas très bien l'alignement. Je reviendrai juste après. Ouais, ça charge vite quand même. Alors, le 8 avril également, le CERN prévoit d'allumer le grand collisionneur de Hadron. Je vais vous expliquer d'un point de vue astrologique pourquoi. Le 8 avril, possiblement, bien sûr. C'est tellement intéressant de collisionner des protons, des petits protons pour voir des particules. Ça a des conséquences. L'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde s'apprête à écraser des protons pour rechercher des particules invisibles qui alimentent secrètement notre univers. Les théories ont suggéré qu'il existe 17 groupes de particules différents et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, mieux connue sous le nom de CERN, a confirmé l'existence de l'un d'entre eux en utilisant son grand collisionneur de Hadron en 2012. Aujourd'hui, l'équipe a redémarré le LHC dans l'espoir de percer d'autres mystères de l'univers, en particulier celui de la matière noire. Pourquoi le CERN a-t-il choisi de faire cela le 8 avril? On nous dit qu'ils ont l'intention d'envoyer des particules dans un tunnel de 17 miles, de long à une vitesse proche de celle de la lumière pour recréer les conditions d'une seconde après le Big Bang. Cela ne semble pas être une bonne idée. Espérons que tout se passera bien. Donc là, nous avons le lien avec le CERN. Alors, j'ai coupé la musique. Là, nous sommes sur Solar System Scope. On va tout de suite sur le 8 avril. J'avais coupé la musique pour le coup. Merci. Et le ciel nocturne. 8 avril, on va mettre tôt le matin quand même. Pour bien voir le lumineux. Et là, effectivement, je ne sais pas si vous voyez, effectivement, là, on voit toute la ligne. Uranus, Jupiter. Si on trie une ligne droite, c'est tout droit, comme ça. Là, on a le ciel nocturne, c'est une personne posée, elle est posée, elle est debout, elle regarde le ciel, voilà, sauf que c'est complètement aligné. Alors, Eris, effectivement, c'est l'orbite très elliptique, les planètes majeures, effectivement, c'est quand même, regardez, Mars, Saturne côte à côte, et on continue à une droite, Neptune, Vénus, Soleil, Lune, Mercure, on continue tout droit, Uranus, Jupiter. Et ça fait une droite, évidemment. On est dans une logique sphérique. Et c'est signes, clairement, c'est incroyable. Tout simplement. C'était pour vous montrer ça. Alors là, effectivement, je ne vais pas lire toute la séquence concernant le CERN. Encore une digression. Sur le site 13lune.fr, un site très intéressant. Le CERN, le synchrotron et la technologie télépathique. Pour en comprendre plus sur le CERN, le monsieur nous a donné l'événement 4 concernant le CERN. On va essayer d'en savoir plus. C'est pareil pour le système solaire et pour l'événement 3. Alors là, effectivement, on va agrandir. Article blog de la Reine Rouge par Véronique Aigle Bleu, planétaire 4 septembre 2015. On va essayer de comprendre tout ça. Alors, il y a quand même beaucoup de choses à comprendre avec tout ça. Il y a le terme kin, qui est important à comprendre et que j'ai noté. Hein. Kin est l'unité de mesure fractale du temps. L'expression la plus petite d'un kin sera un jour plus une nuit. Mais un kin peut représenter un mois, une année, un siècle, 1000 ans. Un holon, comme holographique, hein, qui vient de là, c'est-à-dire une personne, une planète, un tout quelconque, un volume énergétique. C'est quand même extrêmement important. Alors là, c'est l'histoire du CERN. À l'origine, le LHC fut présenté comme un projet de physique à la recherche de la particule de Dieu, connu également sous le nom de boson de Higgs, l'élément qui donne la masse aux atomes. Le champ de Higgs se trouve partout où la matière n'existe pas. Avec ce champ de Higgs, les scientifiques peuvent altérer la réalité
et étudier la science derrière ce que l'on nomme l'activité paranormale. En 2012, la particule de Dieu fut découverte. L'attention de LHC s'est alors portée sur la possibilité de craquer la forme physique en recherchant la matière noire, l'antimatière, l'origine du Big Bang, des trous noirs et des dimensions parallèles. La loi du temps et la loi mondiale en 89. En 89, José Argüelles a fait la découverte révolutionnaire de la loi du temps à Genève en Suisse, dans laquelle il distingue deux fréquences primaires, celle du temps mécanisé, et 1260, et celle du temps naturel galactique, le 1320. La même année, le CERN a libéré la toile mondiale par Tim Berners-Lee. Il est intéressant de constater que seulement à 3 heures de Genève se trouve la maison natale de Carl Jung, qui a mis en avant le premier traité sur la synchronicité en 1952. Inventé en 1989 par Tim Berners-Lee, un scientifique britannique du CERN, la toile fut d'abord conçue pour faciliter les échanges et partage automatique d'informations entre les scientifiques des universités et institutions du monde entier. Internet fut rendu officiellement public le 30 avril 93, Ankin 57, Terre rouge harmonique. Remarquez que le nom toile ou Internet signifie que quelque chose a été pris ou attrapé. Dans le livre des Hopi de Frank Waters, il est dit « C'est le 5e signe, la Terre sera sillonnée par une toile d'araignée géante ». Nous savons maintenant que 96% du net est inaccessible au plus, on appelle cet espace Darknet, accessible uniquement par le biais de programmes spécifiques plus communément disponibles avec un navigateur Internet appelé Tor. Entrez à la porte 33. Pardon. Les visiteurs du CERN se présentent au bâtiment 33. Bien sûr, 33 est un nombre clé chez les francs-maçons. La science cosmique nous enseigne au sujet des 33 chambres de Ra que dans la 13e chambre résident les secrets de l'électricité. Le HC fonctionne par des charges électriques ou superélectroniques gérées par un synchrotron, un accélérateur cyclique de particules, un collisateur de particules et l'outil de base de la physique des particules où l'on prend un courant des particules, on les accélère autant que possible pour les percuter ensuite les unes contre les autres. Un an avant l'activation du LHC en 2008, José Argüelles Wallum-Wotan a reçu les derniers codes de la prophétie de Pacal-Wotan. Il nomma ce système mathématique le synchronotron, sans connaître l'existence du synchrotron. Pour terminer, alors que les LHC font la découverte des origines de l'univers sur l'explosion de la matière, le synchronotron vise la compréhension de l'univers en utilisant un système de résonance harmonique. C'est une technologie télépathique. Le LHC recherche la colle qui maintient l'univers et la force derrière la colle. La loi du temps affirme que le temps en temps fréquence 1320 est la colle ou la force qui unifie et maintient tous les univers tout en restant constante dans toutes les dimensions. Tremblement de terre, trou noir et haute dimension. C'est pour ça que je vous parlais de malheureusement ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'il y a un lien, mais bon. Pas du tout, je ne dis pas ça. On peut se poser des questions, c'est très inquiétant. À Taïwan, comme ça, 7 points, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. La méthode du LHC consiste à enflammer 2 rayons de protons dans des directions opposées et de provoquer une collision de très forte vitesse. Les scientifiques du CERN ont récemment atteint 13 téra-électronvolts, que selon le time économique est une énergie jamais égalée par un accélérateur dans le passé. Si tout est vibration, alors quels effets ont-elles sur les champs électromagnétiques de l'humain sur la planète et des animaux aussi, bien sûr? Le LHC du CERN a été mis en route pour la première fois le 10 septembre 2008 en Kin 205, juste après les tremblements de terre. Oui, c'est pas moi. Oui, c'est clair. C'est clair, ça. C'est pas moi. C'est une information importante. Le LHC du CERN a été mis en route pour la première fois le 10 septembre 2008 en Kin 205, juste après les tremblements de terre de magnitude supérieure à 6 ont lieu en Iran, au Chili, au Japon. Le jour suivant, le système est tombé en panne. Le 20 novembre 2009, en Kin 121, signature de la découverte de la loi du temps, la LHC a redémarré. Après, on entend un phénomène d'anomalie en spirale en Norvège le 9 septembre 2009, en Kin 140. Certains s'affirment qu'un trou de verre s'est ouvert par le résultat combiné du LHC travaillant en tandem avec la technologie HARP, un trou de verre. Alors pour terminer, fait intéressant, remarquer le jour suivant, le président Obama a visité la Norvège où il reçoit le prix Nobel de la paix. L'annonce du prix lui-même a été faite le jour même de l'anomalie en spirale.
Le CERN a débuté un cycle d'expérimentation le 17 décembre 2012 en 1203 et l'a clôturé le 21 décembre 2012 en 1207. Ce jour-là, on a photographié un cube noir près du Soleil. C'est quand même très intéressant. Là, l'image Maya et à côté le CERN. C'est très intéressant. Le grand collisionneur de Hadron peut ouvrir une porte vers une autre dimension et de cette porte, il peut venir quelque chose où nous pouvons voir quelque chose à travers. C'est la symbolique astrologique du jour. L'idée d'univers multiple est bien plus qu'une invention fantastique et doit être prise au sérieux. Aurélien Barraud, officier en français des particules, et le terme d'avant, c'était Sergio Bertolucci, directeur de la compilation la recherche scientifique du CERN. Tous les symboles, CERN est le titre abrégé du dieu Cernunnos, qui signifie le cornu et qui est souvent associé à Pan, son anniversaire, se fête le 21 décembre. La légende attribue à Cernunnos le pouvoir de contrôler l'ombre. Contrôler l'ombre. Il est connu pour la mort et la résurrection après l'ordre d'Osiris et d'Horus. Le logo du CERN porte le nom 666 et devant le laboratoire du CERN, à l'extérieur, trône une statue de Shiva, la déesse hindoue de la destruction. Le quartier général du CERN est situé sur un site apollonien. Les fondations construites par les Romains destinées à abriter un temple en l'honneur d'Apollon. Apollon, comme Pakal Votan, est un seigneur ou un dieu solaire. Pakal signifie bouclier solaire. Dans le livre de l'Apocalypse, au verset 9-11, Apollo est nommé comme celui qui détient la clé des portes des abysses. Certains pensent que la LHC va ouvrir un pont vers Saturne et que les grilles du LHC sont en communication avec ces anneaux qui fonctionnent comme une station de radio. Je vais parler de Saturne et Mars le 9 et le 11 avril. Dans Genèse de l'enchantement du rêve, le virus dans la mémoire humaine trouve son origine sur Saturne et Jupiter. C'est un article de 2015, il me semble, mais c'est tout à fait actuel. Je termine sur ce paragraphe. L'origine de ce virus, des agents doubles des bandits du temps sur Jupiter et Saturne voulaient prendre le dessus sur le projet du système stellaire local en projetant le rayon du rapport 1260 sur Terre afin de conserver les colonialistes du temps dans la troisième dimension. La source du trouble est à rechercher auprès des contre-agents qui ont pris le dessus sur les planètes Jupiter et Saturne. Ces contre-agents détiennent à présent les deux plus grandes planètes de Kini-Charo, notre système solaire, et forment un bloc puissant entre les 3e et 8e orbites, ce qui entrave la construction de tunnels du temps. Et puis là, on parle du CERN et du Vatican, etc. C'est quand même extrêmement intéressant. Donc, je vous laisse lire la suite concernant cet événement. Passons à l'événement 5, vous voyez, et on revient sur les sites Être souverain. Donc, événement 4, on parle du CERN et on lit un lien sur le CERN pour amplifier l'information. Et là, on continue. L'événement le plus entendu du mois d'avril est la grande éclipse américaine de minuit incalé. USA Today l'appelle l'événement astronomique de la décennie. Vous voyez, durant le mois d'avril, il a parlé de 4 événements qui, a priori, n'ont rien à voir avec l'éclipse. L'éclipse, c'est juste un événement parmi d'autres pour le mois d'avril. Le fait qu'il y ait cette éclipse, ça amplifie tous les autres événements, bien sûr. Nous sommes à moins de 2 semaines de l'événement astronomique de la décennie, une éclipse totale de soleil qui illuminera le ciel du Texas au Maine dans l'après-midi du lundi 8 avril. Des millions de personnes devraient se déplacer pour assister à ce spectacle qui attirera également les scientifiques de tout le pays pour étudier ses effets uniques sur la Terre et son atmosphère. Événement 6. Effectivement, on a déjà vu les événements, on a déjà lu les événements. Parce que évidemment, cette vidéo est axée, bien évidemment, sur l'événement de l'éclipse, bien entendu. Lorsque l'éclipse passera au-dessus de l'Amérique le 8 avril, la NASA lancera 3 fusées dans l'ombre de la Lune. Moi, je pense que quand même, la NASA et le CERN sont liés. Enfin, il y a une liaison quand même. Ils se sont parlé quand même. Hein. Comme quand on invente Internet par Tim Berners-Lee pour que les scientifiques communiquent entre eux, là, il n'y a pas besoin de se voiler la face. On sait très bien que ces deux entreprises, effectivement, vu qu'ils font 2 actions le même jour, ils se sont quand même connectés entre eux. Voilà, il ne faut pas se voiler la face sur cet événement.
et sur ces informations logiques, cohérentes, qu'on déduit naturellement. Il ne faut pas se mentir là-dessus, c'est clair. Après, est-ce qu'il y a un projet en commun? Possiblement. À partir du moment où ils se sont dialogués entre eux, où il y a un dialogue entre eux. C'est quand même la moindre des choses quand deux événements comme ça majeurs se passent, que ces deux entreprises-là connectent entre eux. C'est, je dirais même, une faute si elles ne s'informent pas entre elles. C'est déjà même une faute. Plutôt logique. La NASA a annoncé qu'elle allait tirer 3 fusées scientifiques dans l'ombre de la Lune le lundi 8 avril lors d'une éclipse solaire partielle en Amérique du Nord. Il s'agira d'une éclipse solaire totale sur une trajectoire de 115 miles de large, traversant une partie du Mexique, 15 États américains et le Canada, et d'une éclipse solaire partielle sur l'ensemble du continent américain qui se traduira par une baisse soudaine de la lumière du Soleil. Pour une raison étrange, la NASA a choisi de donner à ce projet le nom d'une divinité serpentine très populaire dans l'Égypte entière. Le projet de l'Agence spatiale atmosphérique perturbation Around, avec les perturbations atmosphériques autour de la trajectoire de l'éclipse. Perturbation atmosphérique. Étudiera comment cette baisse de la lumière solaire de la température affecte la haute atmosphère, c'est-à-dire la ionosphère, en réalité, où il y a les énergies. J'en avais parlé, bien évidemment. Selon la NASA, la PEP doit son nom à la divinité du serpent de l'ancienne mythologie égyptienne, ennemi juré de la divinité du soleil Ra. Donc là encore, 2 informations. La NASA et la symbolique du dieu Apep. Donc là, on va déjà voir la NASA. Donc, pour le coup, par rapport à l'événement 6, pourquoi la NASA lancera des fusées lors de l'éclipse solaire totale du 8 avril. Sur Italie Press, Italie 24.press, par Nicole Trends, il y a 2 jours. C'est quand même très important. On va grossir tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit? La NASA s'apprête à lancer 3 fusées sondes lors de l'éclipse solaire totale du 8 avril pour étudier comment l'atmosphère terrestre est affectée lorsqu'une partie de la planète est obscurcie. Cette décision fait partie du projet atmosphérique Perturbation Around Eclipse Path APEP, dans lequel des fusées décolleront d'un port spatial en Virginie. Les fusées sondes transportent des instruments scientifiques dans des régions clés d'espace. Ce projet visant à mesurer les perturbations de l'ionosphère créées lorsque la Lune éclipse temporairement le Soleil. Voilà, c'est ce que je disais par rapport à l'ionosphère, on est bien d'accord. On voit comment les choses sont faites. Cet événement-là, ce que ça fait au niveau de la ionosphère. Ceux-ci peuvent interférer avec les communications sur Terre car l'éclipse provoque une diminution du rayonnement solaire qui réduit les niveaux d'ionisation, affectant finalement les ondes radio. C'est pour ça qu'on dit que si la NASA fait ça, il va peut-être se passer des choses. Complètement inédit, c'est complètement inédit. Ce que la NASA et la CERN vont faire ce jour-là, c'est complètement inédit. Complètement. Les ingénieurs posent avec les fusées sondes la mission à PEP. C'est une région électrifiée qui reflète et reflète les signaux radio et a également un impact sur les communications par satellite lorsque les signaux passent, a déclaré Haro Barjatia, chef de mission et professeur d'ingénierie physique à l'université aéronautique Embry-Riddle en Floride. Comprendre l'ionosphère et développer des modèles pour nous aider à prédire les perturbations est crucial pour garantir le bon fonctionnement de notre monde de plus en plus dépendant des communications. C'est plutôt mainstream comme discours, on sait très bien que au niveau Gaïa, voilà, il se passe des choses, basculement d'épaule, etc. C'est plutôt une réponse mainstream. Les fusées devraient décoller à 3 heures fixes, 45 minutes avant, pendant et 45 minutes après que l'éclipse ait atteint son apogée en Virginie, avec les Dark Project, etc. Et puis, il ne faut pas oublier aussi la rétro-ingénierie et les bases secrètes aussi, il y a tout ça. Donc, il est crucial pour les scientifiques de faire de cette mission un succès, car la prochaine éclipse totale de Soleil n'aura pas lieu aux États-Unis, contigus, avant 2044. Ces mêmes fusées avaient déjà été lancées depuis le Nouveau-Mexique lors d'une éclipse solaire annulaire en octobre. De nouveaux instruments ont été installés pour cette mission.
La dernière mission a aidé les scientifiques à enregistrer une forte réduction de la densité des particules chargées lorsque l'onde annuaire de l'éclipse passait au-dessus de l'atmosphère. Nous avons constaté des perturbations susceptibles d'affecter les communications radio dans les deuxième et troisième fusées, mais pas lors de la première fusée qui s'est produite avant le pic de l'éclipse locale, a déclaré le professeur Barjatia. Nous sommes très excités à l'idée de les relancer pendant l'éclipse totale pour voir si les perturbations commencent à la même altitude et si l'ampleur de leur échelle reste les mêmes. Les fusées APEP devraient atteindre une altitude maximale de 420 km/h pour mesurer la densité des particules chargées neutres ainsi que le champ électrique et politique environnant. Une fusée pour mesurer. Ouais. Quand même bizarre. Quoi. Ils transporteront des instruments qui permettront de déterminer si des perturbations sont causées par l'éclipse. Les lancements seront diffusés en direct sur le site web et la chaîne YouTube de la NASA. La diffusion devrait commencer à 22h30, heure des Émirats Arabes Unis. L'éclipse sera visible au Mexique, aux États-Unis, du Texas au Maine et dans certaines parties du Canada. Le premier endroit où on fera l'expérience, la totalité sera la côte pacifique du Mexique vers 11h, 22h aux Émirats, le 8 avril. Le chemin de l'éclipse se poursuivra ensuite vers les États-Unis, passant d'abord par le Texas, puis le Cornmax, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvanie, New York, Vermont, New Hampshire et le Maine. L'éclipse sera visible au Canada depuis le sud de l'Ontario, puis du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse. Il quittera l'Amérique du Nord continentale sur la côte atlantique de Terre-Neuve au Canada à 17h16, 23h aux Émirats Arabes Unis. Voilà pour cet événement de la NASA. C'est quand même très intéressant. Alors là, on a une autre information intéressante, d'un point de vue symbolique. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant sur ma chaîne. Voilà. On parle de l'astrologie, de l'assemblée des nombres, symbolique des divinités aussi, et aussi de la science et des événements, l'événement classique. C'est ça qui est vraiment intéressant. Alors là, on est sur le site d'Ol-Celeb. Alors, on va aller rapidement, effectivement, la symbolique. Effectivement, on parle aussi de Stargate, SG1, bien évidemment. Sur APEP, Apophis, qui est aussi le nom d'un astéroïde, Apophis. Le 30 octobre 2022. Le logo du site, c'est un pont qui se mord la queue, c'est intéressant. On va voir si on peut grossir un peu plus. Le dieu Seth est considéré comme mauvais dans les mythes égyptiens. Pour les gens qui aiment plus gros, pourquoi pas. C'est le méfait envers Osiris et sa rivalité avec Horus. Mais Apep est à la limite bien plus dangereux. La plus grande crainte des Égyptiens, il est même redouté par les dieux. Son nom vient de Apep et d'Apep signifiant géant. C'est le représentant du chaos et le mal incarné. Il lutte chaque jour pour plonger le monde dans les ténèbres. Il serait né d'un crachat de la déesse primordiale Net et aurait été rejeté immédiatement compte tenu de sa nature obligée de vivre dans les ténèbres, où la déesse Serket le surveillait. Apophis dédia son existence à se venger particulièrement de Ra. Il est le maître de l'obscurité, de la destruction, seigneur de la droite, le néant chez les Égyptiens. C'est le roi des indéchus, rejeté lors du tribunal des morts par Osiris, qui n'ont pas accès au champ des Yalou. C'est quand même inquiétant d'avoir un nom comme ça, en fait. On les décrit comme un gigantesque serpent de plusieurs centaines de mètres de long, mais parfois on le trouve sous la forme d'un hippopotame, d'un oryx ou d'une tortue. Quelquefois, on le voit représenté dans des tombeaux de pharaons avec 12 têtes humaines. Le combat contre Ra tous les jours lorsque Ra renverse le ciel et passe l'horizon. Apophis tente de le vaincre en enroulant ses amants autour de lui afin que le jour ne se lève plus. On parle dans les prophéties aussi de 3 jours de ténèbres, mais on ne parle pas forcément du mois d'avril, quoi. Pas du tout. Attention. Ce jour-là, du 8 avril, c'est peut-être une prise d'information, une prise d'impression de
convergence d'informations, d'énergie, et plus tard, on peut voir les effets. Ah, attention. Mais Apophis ne remporte jamais la bataille, il rate sur sa barque et est accompagné d'Isis. La barque, hein, Parisis. Le terme Paris, la ville Paris, qui se charge de le désorienter pendant que Bashtet le décapitant prétend que la teinte rouge du ciel au lever du soleil et le sang versé du serpent dans certains récits s'aident également sur la barque pour combattre Apophis, jouant ce rôle après que le trône sur Terre ait été définitivement donné à Horus. Les Égyptiens essaient également de se protéger d'Apep, le plus grand des mots à leurs yeux. Pour cela, ils fabriquent des statuettes en argile à son effigie, avec son nom gravé dessus lors de cérémonies. Ils les lancèrent et les jettent dans un feu. La lutte entre Apophis et Ra est amenée à être éternelle. Tous deux sont opposés et l'un ne pourrait pas vivre sans l'autre. Si Apophis l'emportait, l'obscurité régnerait et le cycle de la vie, représenté par la course du soleil, s'arrêterait. Chaque lever de soleil est donc le signe d'une nouvelle victoire sur Apophis. Quand une éclipse se produit, on dit que Apophis a pu momentanément prendre le dessus sur Ra. Alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est majeur, ça. C'est majeur. D'un point de vue symbolique, c'est absolument majeur. Et il faut le comprendre, ça. Quand une éclipse se produit, on dit qu'Apophis a pu momentanément prendre le dessus sur Ra. Attention. Les noms ont un sens, hein, attention. Malheureusement, si Apophis était vaincu définitivement, les conséquences seraient néfastes car l'équilibre serait rompu. Le monde reviendrait au chaos où il était avant sa naissance. Pour terminer, cette terre retournera l'eau primordiale, l'aune au déluge, sans fin dès le commencement, et à la fin, il n'y aura plus ni Dieu ni déesse, rien sinon Atum, le Seigneur de toutes choses, qui confectionna l'humanité et tous les dieux qui existent encore lorsque tout a disparu. Ça, c'est le livre des morts. Donc, on revient encore sur la digression, bien sûr, sur le site Pivot. L'événement 7, le 8 avril, la grande éclipse américaine de 2024 achèvera le X géant au-dessus de la zone de faille de New Madrid que la grande éclipse américaine de 2017 aura commencé. Au cours du mois d'avril, la cicada apocalypse s'annonce. Comme je l'ai indiqué plus tôt cette année, pour la première fois depuis que Thomas Jefferson était président, des milliards de cigales de 13 ans et des milliards de cigales de 17 ans sortiront simultanément du sol. Des milliards, voire des trillions de cigales vont émerger en même temps dans 17 États, a déclaré Chris Simon, professeur au département d'écologie et de biologie évolutive de l'Université de Californie à Life Science. Les couvées 13 et 14 vivent sous terre depuis respectivement 17 et 13 ans. Elles émergeront bientôt en même temps pour la première fois en 221 ans. Il est choquant de constater que l'émergence de ces deux groupes se chevauche dans le centre de l'Illinois. De plus, les groupes de cigales de cette année, connus sous le nom de Brood 13 et Brood 14, ont élu domicile l'un à côté de l'autre, avec un chevauchement étroit dans le centre de l'Illinois. La plupart d'entre vous savent déjà que la trajectoire de la grande éclipse américaine de 2024 chevauche celle de la grande éclipse américaine de 2017 dans l'Illinois. Quelqu'un essaie de nous dire quelque chose? En plus de tout ce que j'ai déjà couvert, beaucoup sur les médias spéculent sur le fait qu'un sacrifice de génisse rouge, effectivement, pourrait avoir lieu à un moment donné au cours du mois d'avril. Jusqu'à présent, je n'ai pas été en mesure de trouver des preuves solides qu'un tel sacrifice est imminent. La vache rouge, effectivement, qu'on voit là. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, les génisses rouges ont été transportées en Israël depuis l'État du Texas en 2022, doivent être utilisées pour qu'elles ne soient pas trop vieilles pour être qualifiées. Les prêtres qui conduiront le sacrifice sont prêts à partir. Toutefois, si le sacrifice d'une génisse rouge était imminent, un hôtel serait érigé à cet effet sur le mont des Oliviers, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. CBS News a précédemment rapporté qu'un hôtel massif pour le sacrifice d'une génisse rouge avait été construit. Un hôtel blanc massif, les attend, où seront brûlés sur un terrain surplombant le mont des Oliviers à Jérusalem seront Monsieur Mamo. La cérémonie doit se dérouler en regardant directement l'endroit où se trouvait l'ancien second temple jusqu'à sa destruction par les Romains en l'an 70. Malheureusement, l'article de CBS News n'était pas exact. Sur l'Israël 365 News, l'hôtel que CBS News a montré
au monde entier n'est qu'un modèle utilisé pour de reconstruction de services de temple et à des fins éducatives. La structure présentée dans la vidéo est un modèle de l'hôtel qui se trouvait dans le temple. Le véritable hôtel doit être en pierre. La maquette située à Mizpe Jéricho est utilisée pour des reconstitutions du service du temple et à des fins éducatives. Il n'est pas en pierre et ne peut pas être utilisé pour le service du temple. CBS News s'est donc trompé au sujet de l'hôtel et beaucoup d'entre nous ont été dupés par leur reportage. Avant de terminer cet article, je voudrais parler d'un événement qui ne s'est pas produit à la fin du mois de mars. Voilà, ensuite, vous allez me parler d'étrangers, mais bon, franchement, c'est pas très intéressant. Si toute information peut être prise en compte, bien sûr, et je vous mettrai en lien, bien évidemment. Effectivement, par rapport à la génisse rouge, j'ai pas de lien digressif, parce que, bon, encore une fois, c'est aléatoire, etc. Par contre, cette affirmation est exacte, traduite en français. Par contre, cette information-là, elle est véridique. Elle est véridique. Cet État américain des cigales, des milliards d'insectes a éclaté au sol. Depuis Thomas Jefferson, donc ça fait 221 ans que ça ne s'est pas passé. Article du bbc.co.uk, le 8 janvier, effectivement. Donc on va agrandir tout ça pour voir l'événement des cigales. Alors, sur cela, on avait vu des cigales aussi, des milliards de cigales en Afrique, en Arabie Saoudite aussi, faire les ravager des cultures, etc. Ça rappelle aussi, pour l'avant-dernier lien, ça rappelle aussi la symbolique du nombre 20. Avec les ailes, effectivement, je ne sais pas si en début de vidéo, je parlais d'être étrange avec des ailes, vous voyez. Alors, c'est pas le 8 avril encore, il ne faut pas se focaliser sur le 8 avril, encore une fois. On est courant avril. Attention, courant avril. Des milliards d'insectes devraient sortir du sol aux États-Unis à la fin du printemps dans un événement qui ne s'est pas produit depuis plus de 200 ans. Les insectes aux yeux rouges ailés, appelés cigales périodiques, émergent en cycle de 13 à 17 ans. Ils sont totalement inoffensifs. En 2024, quand on dit inoffensif, attention, parce que les animaux, on ne sait pas, on a bien vu certains films, hein, Leave the World Behind, certains animaux peuvent se passer des choses. Quand il y a des problèmes électromagnétiques, etc. Attention, ça peut troubler les animaux, attention aussi. Il ne faut jamais oublier ça. En 2024, deux de ces groupes, appelés Brood 13, comme je disais, et Brood 14, Brood 19, devraient éclater ensemble pour la première fois, depuis 1803. Les États américains du Wisconsin et de l'Illinois seront principalement touchés car des milliards de bugs, faisant un bruit de cliquetis fort, rempliront l'air, couvriront les branches, signer les poteaux et les trottoirs pour environ un mois plus tard cette année. Les cigales font partie des insectes les plus anciens du monde, mais passent la majeure partie de leur vie sous terre à se nourrir des racines d'arbres. Quand ils sont prêts à remonter à la surface, ils construisent des tubes de boue, appelés huttes de cigales, dans le sol et rampent pour trouver un endroit pour nouer dans leur forme adulte et laid. Jusqu'à 1,5 million d'insectes peuvent sortir du sol par acre de terre, ce qui signifie que des dizaines de milliards au total émergeront. Voilà, c'est impressionnant. Une fois au-dessus du sol, les insectes ne vivent que pendant 4 à 6 semaines. Une des principales raisons pour laquelle ils sortent du sol est de s'accoupler. Afin d'attirer les femelles, les cigales mâles peuvent faire un bruit de cliquetis fort qui a un niveau de bruit similaire à une tondeuse à gazon ou à un avion à réaction qui passe. La quantité d'œufs pondus à partir des cigales adultes peut alourdir les branches des arbres. Les cigales se nourrissent également de jeunes arbres et vignes et peuvent causer des dommages importants au cours du processus. L'université de l'Illinois dit lorsque les cigales commenceront à mourir et à tomber des arbres, plus tard au printemps, il y en a un grand nombre au sol et l'odeur de leur corps pourri est perceptible. En 1990, des gens de Chicago ont dû utiliser des pelles à neige pour dégager leur trottoir des cigales mortes. La prochaine génération de Brood 19 sortira au sol dans environ 13 ans et 2037, tandis que Brood 13 aura un cycle de 17 ans, ce qui signifie qu'elle réapparaîtra en 2043. Alors, un dernier lien pour clôturer cette vidéo. L'éclipse assyrienne
concernant la ville de Nineveh, parce qu'effectivement, quand on revoit l'image ici, euh, encore une fois, quand on voit l'image ici, effectivement, voilà, on a Nineveh ici. On a plein de villes ici qui se nomment Nineveh. C'est très, très étrange. Alors, en résonance mémorielle, ce qui s'est passé vraiment à Nineveh, la ville historique, pas aux États-Unis, hein, puisque. Alors, ça, c'est quand même assez étrange d'appeler ça Nineveh ici, quoi. Des villes Nineveh sur le lieu de l'éclipse. Alors, ça, c'est vraiment inquiétant pour le coup. Alors, bien sûr, ça veut dire qu'on savait que l'éclipse allait passer par là, bien sûr. Là, c'est faisable. D'un point de vue astrologique, médiumnique, c'est facile. Enfin, c'est facile. Avec Nostradamus, on a bien vu les prophéties. Non, non. Ça, c'est pas le sujet de savoir des siècles avant que ça passe par là. Ça, c'est. Par contre, lié à ça, c'est quand même aussi inquiétant de se dire, tiens, on va mettre des villes là, parce qu'on sait que ça va passer par là. Et il y a plusieurs villes qui s'appellent Nineveh, donc c'est intéressant de finir ces liens. Moi aussi, c'est ma 9e information pour le coup, mon 9e événement à moi, l'éclipse assyrienne. Pour terminer, sur Wikipédia, classiquement, c'est juste pour expliquer. Hein. C'est juste pour expliquer tout simplement l'éclipse assyrienne. Également connue sous le nom de l'éclipse de Bur-Sagal, a été une éclipse solaire enregistrée en assyrien d'éponyme. Cela date probablement de la 10e année du règne du roi Assurdan III. L'éclipse est identifiée à celle du 15 juin moins 763. Calendrier julien proleptique. L'entrée des archives assyriennes est courte et se lit comme suit. Bur-Sagal de Guzana révolte dans la ville de Assur dans le mois Simanou, une éclipse. Le soleil a eu lieu. La phrase utilisée Shamash, le soleil, Akalu vient, distorted, obscureced, a été interprétée comme une référence à l'éclipse solaire. Depuis la première déchiffrement de cunéiforme au milieu du 19e siècle, le nom de Bur-Sagal, également rendu Bur-Sagal, Pur-Sagal ou Par-Sagal, est le nom de la lignée officielle de l'année éponyme. Ok. La recherche moderne. En 1867, Henry Rawlinson identifie l'approche éclipse totale du 15 juin 63. Le candidat le plus probable, le mois Simanou, correspondant à la lunaison de mai-juin, visible dans le nord de la Syrie juste avant midi. Cette date a été largement acceptée depuis. L'identification est également étayée par d'autres observations astronomiques de la même période. Cet enregistrement est l'un des éléments de preuve cruciaux qui ancre l'absolue chronologie de l'ancien Proche-Orient pour la période assyrienne. Pour terminer ce paragraphe, dans la Bible, l'éclipse de Bur-Sagal s'est produite au-dessus de la capitale assyrienne Nineveh, au milieu du règne de Jéroboam II qui a régné Israël de moins 786 à moins 746, selon 2 Rois 1425. Le prophète Jonas vécut et prophétisé sous le règne de Jéroboam. Pardon. Le savant biblique Donald Wiseman a spéculé que l'éclipse a eu lieu autour quand Jonas est arrivé à Nineveh et a exhorté le peuple à se repentir, sinon la ville serait détruite. Cela expliquerait la repentance dramatique du peuple de Ninive telle que décrite dans le livre de Jonas. Les cultures anciennes, y compris la Syrie, considéraient les éclipses comme des présages de destruction imminente, et l'Empire était dans le chaos à cette époque, luttant contre les révoltes, les famines et 2 épidémies distinctes. Cette éclipse est également mentionnée par le prophète Amos. Amos prêchait également sous le règne de Jéroboam II. Il se réfère à l'éclipse dans Amos 5.8 et 8.5.9. Dans ces passages, Amos utilise l'éclipse comme une prophétie de malheur, mais exhorte également Judéens au repentir. Voilà pour cette vidéo, ouais, qui était quand même assez longue, plus d'1 heure je pense quand même. On est entre 1 heure et 2 heures dans cette vidéo je pense. Donc voilà pour cette vidéo importante que j'ai préparée dans la journée. Bon, j'ai fait plutôt du classique, hein, il n'y a pas de... Ça ressemble plutôt à ma chaîne, ce type d'information globale. On a toutes les informations là pour le coup, là vous avez vraiment toutes les informations. Pas que sur le 8 avril, encore une fois. Le 8 avril, c'est une prise d'accrétion. C'est une convergence d'événements qui, de là, va découler des événements
assez étrange peut-être, malheureusement catastrophique, parce que ça sent pas bon. Les termes ne sont pas bons, la symbolique du nombre nous donne les cigales, etc. et d'autres choses. C'est quand même inquiétant. C'est quand même très 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 inquiétant. Donc la musique se termine, la vidéo se termine aussi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors effectivement, je termine la vidéo sur le vol à MH370, qui est lié aussi hein, aux énergies, etc. Ça raisonnement, il y a quand même plein de choses à voir sur le vol MH370. Espérons qu'il ne va rien se passer ce jour-là, du 8 avril, et qu'il n'y aura pas d'autres vidéos à faire pour ça, quoi. Donc, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'est une vidéo plus courte que d'habitude, si j'ose dire, sur ma chaîne. Et c'est bien aussi d'en faire de temps en temps, de se trouver un peu de temps comme ça, pour faire des vidéos. Ça reste quand même important. Voilà, il fallait qu'une vidéo soit faite voilà, d'information, pour le coup, sur ma chaîne concernant cette information. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est quand même important. N'hésitez pas à en parler à votre entourage, c'est quand même important, pour qu'ils aient toutes les informations globales, hein, pas qu'une partie de l'information. Vous avez toutes les informations globales et tous les événements, et les symboliques, etc. C'est quand même important. Alors, bien sûr, les pouces levés, les abonnements, c'est toujours intéressant et important. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci. Et à la prochaine. Merci.